Radio Campus Montpellier 102.2 FM. Tout de suite, c'est Mediazap, l'émission consacrée à l'actualité politique. Bienvenue sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM pour le rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité et à la campagne présidentielle. On se retrouve comme tous les mardis de 11h à midi dans Mediazap en compagnie de David. David, bonjour. Bonjour Clément. Samy, bonjour. Bonjour Clément. Au sommaire de Mediazap cette semaine, une revue de presse. Cette revue de presse sera suivie d'une interview politique et de 2 chroniques pour finir l'émission que je vous présenterai tout à l'heure. Aujourd'hui, notre invitée politique est une militante et responsable des Jeunes Socialistes de l'Hérault. Bonjour, Mairie Laballe. Bonjour. Le candidat à la présidentielle du Parti Socialiste, c'est François Hollande. On commence tout de suite par la revue de presse. Mediazap, la revue de presse. Et mercredi dernier, Libération, pour commencer, titré SOS Syrie. On y reviendra en fin d'émission avec Samy sur la situation en Syrie. Le jeudi 2 février, c'est l'Humanité qui titrait La gifle pour Sarkozy. 63% des Français refuseraient la TVA sociale. Alors je vous pose ma première question, Mairie Laballe. Pourquoi refuser la TVA sociale alors que la compétitivité des entreprises françaises est un problème majeur pour notre industrie ? Vous savez, cette histoire de compétitivité, de baisse du coût du travail, c'est tourner un peu autour du pot. La vérité, c'est que c'est un cadeau supplémentaire fait aux entreprises et comme d'habitude, ce sont les plus défavorisés de ce pays qui paieront un impôt qui augmentera et qui aura un impact considérable, voire négatif, sur le pouvoir d'achat de ces personnes-là. Donc c'est une injustice et on est bien loin du candidat qui nous promettait en 2007 d'être le président du pouvoir d'achat. Les autres unes, c'est Libération qui titre « Le trésorier va-t-il payer ?» à propos de l'affaire Woerth-Bettencourt. Pour Le Monde, la bataille présidentielle s'engage sur le logement. Alors sur le logement, malheureusement, l'enfarinage de François Hollande a un peu occulté les propositions. Oui, alors vous pouvez nous rappeler peut-être les propositions de François Hollande sur le thème du logement. Effectivement, une proposition phare et symbolique qui est effectivement la question de l'encadrement du loyer, qui permettra à un maximum de ménages, de jeunes ménages et de jeunes, notamment étudiants ou jeunes travailleurs, de pouvoir accéder dans de meilleures conditions, et ce, quelle que soit leur situation financière, à un logement, ce qui est un gros problème actuellement en France. Donc, le fait de mettre une loi pour encadrer les loyers, je pense que ça pourrait répondre au problème d'accès au logement en France. Très bien, on reviendra sur l'ensemble du programme de François Hollande tout à l'heure. À la une de La Croix, l'Allemagne est-elle un modèle ? Alors je vous pose la question telle quelle. L'Allemagne est-elle un modèle ? Sur quel point doit-on aller vers une convergence et d'autres points où il ne faut pas la suivre ? Vous savez, notre président, effectivement, a tendance à systématiquement se référer à l'Allemagne. L'Allemagne n'est pas un modèle, comme la France n'est pas un modèle. Vous savez, on a chacun notre identité, chacun nos problèmes. On peut effectivement s'inspirer de telle ou telle politique, mais tout n'est pas copiable, puisque les situations, les politiques font que nous ne pouvons pas appliquer les mêmes politiques en France ou en Allemagne. Donc prudence là-dessus et concentrons-nous davantage à essayer de répondre aux besoins spécifiques de la France. Pour le Figaro, le projet Hollande n'épargne aucun contribuable. Confirmez-vous que les hausses d'impôts vont toucher l'ensemble de la population, même si cela peut être proportionnel aux revenus ? Effectivement, nous sommes être socialistes et être pour l'augmentation de l'imposition en France, mais une imposition qui soit progressive. Nous proposons effectivement un système fiscal qui soit à la fois direct et qui soit progressif, à l'instar du système fiscal actuel, qui est un système indirect et proportionnel, et dont la grande partie du système fiscal pèse effectivement sur la question de la TVA. Donc oui, nous estimons que chaque Français doit pouvoir être en capacité de payer en fonction de ses moyens financiers. Très bien. À la une vendredi de la presse, Libération revient sur le drame qui a eu lieu en Égypte, qui a fait plus de 70 morts. La révolution en deuil, titre le journal. Le Monde revient, lui, sur le lancement de Facebook en bourse. Quant au Figaro, il parle d'EDF et de la manière dont l'entreprise française d'électricité résiste à la vague de froid, notamment en s'appuyant sur le nucléaire. Pourquoi vouloir réduire, Marie Laballe, la part du nucléaire dans l'électricité française ?
Je pense par rapport à ce qui s'est passé à Fukushima, il y a de la responsabilité des dirigeants politiques de commencer à anticiper des crises éventuelles qui pourraient subvenir en France demain. Donc je pense que penser dès maintenant à investir dans la recherche et les énergies renouvelables, c'est justement préparer une sortie du nucléaire d'ici 30 à 40 ans, mais d'essayer justement d'éviter à ce qu'une catastrophe telle Fukushima puisse se reproduire en France. La presse du week-end pour l'humanité, l'UMP abolit la durée légale. C'est revenir sur la proposition de loi de concertation dans les entreprises. Libération parle des Noirs en France, une histoire française noire et invisible. Le Monde revient sur l'homme qui fait peur à l'Europe, Viktor Orban, président de la Hongrie. Vous aussi, ça vous fait peur, cette constitution plus ou moins liberticide ? Oui, bien sûr, c'est très inquiétant, surtout dans un pays comme la Hongrie et toutes les mesures restrictives et régressives qui sont prises, comme la remise en cause de la liberté d'expression, de la démocratie, des principes même de la démocratie. Donc oui, c'est très inquiétant pour l'avenir et j'espère qu'il y aura une réponse commune au niveau européen à ce sujet. Très bien. Pour le Figaro, il parle du redémarrage de l'économie. En effet, le chômage a fortement baissé, ce qui est une bonne nouvelle inattendue que les économistes n'avaient pas prévue. Comme quoi l'économie, parfois, ça peut être des bonnes nouvelles. À la une hier de la presse, c'est l'humanité avec cette une très engagée. Sarkozy, candidat de la chancelière. Cela vous choque-t-il, Mairie Labelle, que la chancelière allemande participe à des meetings de Nicolas Sarkozy, ou ferez-vous de même avec le SPD en Allemagne ? Non, ça ne me choque pas que Madame Merkel soit en mesure de participer à un meeting de Nicolas Sarkozy. En revanche, quand on regarde leur intervention télévisée hier soir sur France 2, on avait l'impression d'avoir comme présidente Madame Merkel et Monsieur Sarkozy comme vice-président. Donc on a l'impression que c'est l'Allemagne qui décide de tout pour la France. Donc c'est un peu problématique et c'est une remise en cause même du principe démocratique, c'est-à-dire d'entendre la voix du peuple qui aujourd'hui persiste et signe à dire le contraire de tout ce qui est dit par Monsieur Sarkozy et Madame Merkel. Donc c'est problématique pour la démocratie. On reviendra sur le projet de l'Europe et des propositions de François Hollande tout à l'heure aussi. À la une de Libération, c'est Mélenchon avec cette exclamation « Il faut frapper, frapper, frapper ». Ça fait référence, le rythme ternaire au triple A, j'imagine. Partagez-vous cette vision du front de gauche de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche qu'on a pu voir avec Nathalie Arthaud hier ? Partagez-vous cette vision qu'il faille affronter la finance et considérer les riches comme des adversaires ? Nous ne considérons pas les riches comme des adversaires au mouvement des jeunes socialistes ou au Parti socialiste, mais ce que nous disons, c'est qu'il faut remettre les choses à sa place. C'est-à-dire que le politique doit retrouver sa place par rapport à l'économie. Aujourd'hui, ce sont les marchés financiers, les banques et les agences de notation qui décident les politiques dans les pays. Ce n'est pas normal. Donc nous estimons que le politique, et notamment les parlements européens, doivent pouvoir être en mesure de décider eux-mêmes et prendre les décisions qui doivent être prises pour justement sortir de cette crise. À la une du Monde, pourquoi Madame Merkel fait campagne pour Nicolas Sarkozy ? Le Figaro aussi titre sur ce sujet-là, Sarkozy, Merkel, le pacte anti-Hollande. À la une du Parisien, par contre, une info tout à fait intéressante qui a été notamment soulevée hier soir dans les principaux journaux télévisés. Impôt sur le revenu, une hausse inattendue. Alors cette hausse de l'impôt sur le revenu, elle est due au gel du barème de l'impôt sur le revenu. 100 000 à 200 000 nouveaux contribuables vont être imposés, donc les petites retraites, tous les salaires minimums. Est-ce que cela vous choque ou on est obligé en temps de crise de faire ce genre de mesures ? Le problème, c'est que au vu du système fiscal actuel, les prélèvements seront des prélèvements injustes. Si Nicolas Sarkozy avait véritablement réformé le système fiscal dans un sens qui soit davantage redistributif et beaucoup plus juste, ça m'aurait paru normal. Mais le système tel qu'il est conçu aura pour conséquence de prélever davantage les plus démunis et les plus riches seront, comme d'habitude, exonérés ou ne participeront pratiquement pas à l'effort national, donc ce qui est assez problématique. À la une de vos hebdomadaires cette semaine pour l'Humanité dimanche, le hold-up de Sarkozy sur les salaires. À la une de Politis, Mélenchon est-il plus fort que le vote utile ? Alors une question à propos de Mélenchon qui a quand même tapé durement sur le PS, capitaine de pédalo, pistolet à bouchon.
Est-ce que c'est un adversaire ou un futur partenaire obligatoire ? François Hollande a toujours tendu la main à Jean-Luc Mélenchon, donc la balle est dans son camp. Très bien. À la une de Marianne cette semaine, ce scénario de politique fiction, et si la droite ralliait Bayrou ? Ce scénario vous fait-il peur ? L'issue du second tour serait alors pour le moins incertaine face aux candidats centristes. Écoutez, vous savez, les sondages disent ce qu'ils veulent. Je pense, j'attendrai patiemment le soir du premier tour et puis on en rediscutera. Très bien. À la une du Nouvel Observateur, les confessions de Nicolas Sarkozy et ses regrets. Le Point fait quant à lui une une historique sur le complot nazi. N'y voyez pas de lien de cause à effet. La une du journal de dimanche est consacrée à Marine Le Pen, avec aussi un scénario de politique fiction, si elle n'est pas là. Cela vous choquerait-il qu'un courant représentant 15 à 20% de la pensée française ne participe pas à l'élection présidentielle ? Le système des parrainages n'est-il pas caduc quand on voit que Coluche a pu se présenter, lui ? Écoutez, effectivement, je pense que nous sommes dans une démocratie, donc chacun doit pouvoir exprimer sa pensée et ses convictions. Donc, pour que la démocratie puisse vivre correctement, j'espère que Marine Le Pen pourra faire entendre sa voix, parce que sinon ce serait injuste quelque part, où ça voudrait tout simplement dire que les partis républicains ne seront pas en capacité de répondre aux avancées de Marine Le Pen, et donc ce serait problématique. Donc laissons-la s'exprimer librement dans la démocratie, et à nous de démontrer que son projet politique est un projet politique qui conduira la France à la catastrophe. À la une du Figaro Magazine, cette question, le net nous rend-il mégalo ? À la une de Challenge, une une consacrée aux pères de l'économie, Marx, Keynes et autres. Que disent-ils pour qu'on s'en sorte ? Et à la une de Valeurs Actuelles, enfin, gauche et argent, les liaisons dangereuses. Cette revue de presse est dorénavant terminée. On se retrouve après la diffusion d'une chanson. Some say they love Paris in the springtime. Others swear that New York beats them out. Though I've never met that magic mountain, I am still in love with Montreal. Strolling through the lovely Chinese garden, plenty full of lovely vinyl stores. My French is lousy, madam, beg your pardon. I am still in love with Montreal. I do still remember about that summer
De l'action et de l'info, c'est le débat politique sur Radio Campus Montpellier. On se retrouve dans Mediazap pour le débat politique avec notre invitée Mairie Laballe pour une interview d'une demi-heure coupée par la diffusion d'une musique pour vous laisser respirer. La première partie sera consacrée à l'analyse de l'actualité politique alors que la seconde parlera du programme présidentiel du candidat pour que vous, auditeurs, puissiez vous faire un avis sur ses propositions et vous aider à choisir votre candidat pour le 22 avril prochain, date du premier tour. Ma première question sera simple. François Hollande est donné gagnant avec 14 à 20 points d'avance au second tour contre le président sortant. Dans un sondage ce matin, il est à 34% au premier tour. Peut-il perdre ? Oui, bien sûr, rien n'est encore gagné. Il nous reste encore un chemin long et difficile à parcourir d'ici le premier tour des élections présidentielles. Donc, si j'ai un message à passer, c'est qu'à tous les militants socialistes et sympathisants socialistes, c'est de continuer le combat et à convaincre les Français à voter François Hollande dès le premier tour des élections présidentielles. Très bien. David aurait une question. Est-ce que... Allez, je lui laisse la poser. Justement, on a l'impression que le candidat est peut-être un peu trop confiant, voire parfois arrogant. On sait que ça vous a joué des tours par le passé. Ça, c'est les médias et la droite qui ont mis en avant ce fait. Mais je peux vous assurer que François Hollande est serein, il sait que rien n'est encore gagné, il continuera à se battre jusqu'au bout. Alors que le programme économique est assez prudent, il parle notamment d'espérance lucide, le candidat socialiste est de nouveau haut dans les intentions de vote chez les ouvriers, ce qui est assez nouveau, ce qui n'était pas le cas avec Ségolène Royal ou avec Jospin. Ça n'était pas arrivé d'ailleurs depuis 1980. Comment l'expliquez-vous ? Écoutez, je pense que, effectivement, j'ai eu vu de ces sondages. Beaucoup d'ouvriers étaient prêts à voter Marine Le Pen, en effet, dès le premier tour des élections présidentielles. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que les propositions faites par le FN ne sont pas crédibles et ne sont en aucun cas adaptées à la situation que nous connaissons. François Hollande a été très clair sur son programme et sur notamment les éléments qu'il mettra en avant et qu'il appliquera s'il est élu président de la République. Donc, que ce soit en termes d'emploi, de pouvoir d'achat ou simplement sur les questions économiques, je pense que les ouvriers ont bien compris que s'ils pouvaient avoir une alternative dans ce pays, elle se fera avec François Hollande et le Parti socialiste. Donc, et non pas avec Marine Le Pen qui propose à la France et aux ouvriers de sortir de l'euro pour nous sortir soi-disant de la crise, ce qui est une proposition un peu folle pour le coup. Malgré tout, elle reste quand même assez haut. C'est surtout l'extrême gauche et la droite qui sont très faibles chez les ouvriers. Comment expliquez-vous que le Front National soit relativement haut quand même dans cette catégorie de population ? Parce que Marine Le Pen est une populiste. Elle adore jouer en utilisant un vocabulaire qui est proche du peuple, à taper sur la droite et sur la gauche, à tout va, mais sans réellement derrière avoir un projet politique solide et crédible pour la France. Du côté de vos partenaires, le Front de gauche progresse aux alentours de 10% avec Jean-Luc Mélenchon. Le MoDem risque de jouer un rôle d'arbitre au second tour avec peut-être 17% d'intention de vote. Comment réussir ce grand écart nécessaire pour remporter une élection présidentielle ? Écoutez, d'ailleurs François Hollande l'avait dit lors de sa dernière interview télévisée. Comme je l'ai dit au début de cette émission, François Hollande a tendu la main à Jean-Luc Mélenchon. Et sur la question du MoDem, il a été très clair. Aujourd'hui, le Parti socialiste a un projet politique. Tous ceux qui souhaiteront travailler autour de François Hollande sur ce projet politique de base seront les bienvenus. Est-ce qu'il peut y avoir des adaptations entre les deux tours sur la réduction des dépenses publiques, s'il y a besoin de voix centristes pour gouverner ? On restera sur notre position. Nous avons un projet de gauche, à l'instar de celui qui a été présenté par François Bayrou. Donc notre projet est de gauche et nous resterons sur nos convictions. Donc, comme je l'ai dit, donc tous ceux qui souhaiteront travailler avec nous seront les bienvenus. Même si cela peut être un François Bayrou, une Marielle de Sarnez, un Jean-Louis Borloo, un Dominique de Villepin, s'ils souhaitent gouverner. S'ils se reconnaissent dans notre projet politique, eh bien, il n'y a pas de souci. Et à l'extrême gauche, pareil, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que le NPA ou Lutte ouvrière peuvent être
des associés ou non? Mais de toute façon, nous nous tournerons d'abord vers nos partenaires de gauche, donc à gauche, et puis nous verrons ensemble ce que nous pourrons faire pour la France. Du côté à l'intérieur du Parti Socialiste, Ségolène Royal est entrée en campagne hier, elle a mobilisé ses militants de Désir d'Avenir. Martine Aubry a défendu vigoureusement le candidat socialiste face à François Fillon jeudi soir. Fabius s'est rangé derrière le candidat. Pourquoi cette union a été possible aujourd'hui alors qu'elle avait échoué en 2007 et en 2002? Écoutez, je pense que c'est peut-être dû à la situation qui fait que nous sommes effectivement dans ce contexte particulier qui est celui de la crise économique et que nos dirigeants ont pris conscience qu'il fallait impérativement répondre aux besoins des Français et que seul un parti socialiste uni pour le changement, serait en capacité de prendre le pouvoir et de transformer la société. Il y a une exception quand même dans ces anciens candidats à la primaire. C'est mon avis strictement personnel, mais Arnaud Montebourg, qui a lancé un mouvement, la Rosello Reseda, semble jouer son atout personnel sur une ligne clairement à gauche, alors que François Hollande est plus sur une ligne de centre-gauche. Pensez-vous que ça puisse être gênant à l'avenir, qu'il y ait ce discours discordant entre ces deux ténors socialistes? Qu'Arnaud Montebourg ait monté son courant politique, c'est une chose. Hier, il a, sur le plateau de mots croisés, il n'a pas affiché de différence avec François Hollande. Donc, en interne, chacun peut effectivement faire un petit peu ce qu'il veut. Insister davantage sur tel ou tel point du projet politique de François Hollande, mais face aux Français, je pense qu'il est impératif d'afficher une image d'unité et d'être tous réunis derrière François Hollande. D'ailleurs, il y avait eu une polémique aussi à l'intérieur du Parti Socialiste avec cette tribune qui était parue dans Le Monde avec Henri Emmanuelli, Benoît Hamon. Vous pensez que ça, c'est terminé, ces cafouillages-là? Oui, François Hollande a remis les choses à sa place et puis il a clairement dit que sur des questions, quelle que soit la thématique, c'est lui qui tranchera de toute façon dans tous les cas, en tant que candidat du Parti Socialiste. Très bien. L'autre partie de l'actualité politique ce week-end, c'était la polémique sur les propos de Claude Guéant. Pour vous, quel est votre avis sur la question simplement? Écoutez, ma réponse est simple. Ce sont des propos infâmes pour la France. À partir du moment où vous commencez à hiérarchiser des civilisations ou des races, c'est la définition même du raciste. Donc je pense que Claude Guéant, qui se dit soi-disant être un républicain, en tant que ministre de la République, n'a pas à tenir de tels propos. Et puis on connaît aussi le passé de Claude Guéant, les nombreux dérapages qu'il a pu émettre au cours de ses fonctions. Donc c'est effectivement problématique et c'est extrêmement décevant pour l'image de la France au niveau international. Mais vous ne pensez pas qu'en réagissant de manière très forte, les associations antiracistes, tous les partis de gauche, que vous faites son jeu finalement, vous le médiatisez? Non, je pense qu'il est important de rappeler quelles sont les valeurs de la République, quelles sont les valeurs du vivre ensemble, pour ne pas effectivement tomber dans le piège qui est en train de nous tendre depuis quelques années déjà Nicolas Sarkozy, qui est de jouer sur le terrain du Front National. Donc je pense qu'il est à juste titre nécessaire de rappeler effectivement qu'est-ce que la France, qu'est-ce que la République, notamment pour les futures générations. Samy aurait une question pour vous. Oui, alors moi j'aimerais revenir sur l'accord Europe Écologie Les Verts. Donc vous savez que l'accord entre le Parti Socialiste et Europe Écologie a créé quelques interrogations et donc effectivement on a vu qu'un accord en vertu des législatives s'est fait peut-être un peu rapidement, puisque il y a au sein de cet accord pas mal de propositions qui sont assez controversées quand même. Sur l'énergie, ça a été un point de controverse, notamment la fermeture des 24 réacteurs nucléaires, etc. Est-ce que vous pensez que cet accord Europe Écologie était nécessaire, et est-ce que vous pensez qu'il n'a pas finalement fait plus de mal que de bien pour la campagne de François Hollande? Non, je pense que c'est intervenu à un moment où les deux candidats, François Hollande et Eva Joly, avaient besoin de discuter sur ces points précis
qui est la question de l'énergie nucléaire. Donc cette discussion devait effectivement avoir lieu. Bon, après, vous savez, effectivement, nous, que ce soit au Parti Socialiste ou chez Europe Écologie Les Verts, nous n'avons pas effectivement les mêmes positions ou la même vision de la sortie du nucléaire. Donc il est normal que nous ayons des points de divergence, mais nous avons effectivement réussi à trouver des points d'accord. Mais nous ne serons pas d'accord sur tout. Donc bon, après, effectivement, c'est vrai qu'il y a eu un tapage médiatique sur la question. Bon, ça s'est très vite retombé, notamment à la suite du meeting de François Hollande au Bourget il y a quelques semaines de cela. Oui, on voit qu'il y avait plusieurs points de désaccord, notamment sur l'EPR, par exemple. Et donc, finalement, on a eu quand même Eva Joly qui a voulu se démarquer de cet accord et quelque part a voulu se démarquer des Verts pour faire un peu route seule. Mais est-ce que finalement cet accord n'a pas servi à rien à ce niveau-là, je veux dire ? Non, c'est un accord qui est utile. Je pense qu'il sera rediscuté si François Hollande est élu président de la République. Et je pense que les deux partis arriveront à force à trouver, si en tout cas les Verts souhaitent travailler avec nous, à trouver des points communs pour pouvoir justement avancer sur cette question cruciale pour la France. Donc, ce qui semble sortir de cette question, c'est que c'est plus un accord électoral que programmatique en fait. Non, je ne suis pas d'accord sur cet avis, mais non, je pense que non, cet accord était nécessaire et il sera davantage approfondi, je pense, si l'un des deux partis est amené à être représenté au sommet de l'État. Je ne me moque pas d'Eva Joly, mais ses chances sont moindres. On se retrouve pour la suite de l'émission sur le programme du Parti Socialiste. On se retrouve derrière une bande sonore. Walking in the rain, it was getting cold. Walking to your side, far too long. Standing for a while, knocking at your door. Knock, knock, I wouldn't mind to say hello. Once again, that bus talk about sex, my friend. Drops are falling over now and then. Raindrops keep falling down, down. Ding dong, dong, dong. Hear these sounds going round and round the waterfalls. If I break the window and the walls, will you see the morning flow? Whistling little notes, clicking fingertips, click, click, dancing on my toes, ba-da-da, moving lips, just a common song after silent day, ba-da-da, singing on my own at your place. Once again, that bus talk about sex, my friend. Drops are falling over now and then. Raindrops keep falling down, down.
Le débat continue toujours avec Méry Laballe sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM. Cette fois, nous allons nous consacrer au programme du Parti Socialiste et aborder les questions de fond. 4 thèmes majeurs ressortiront de cette interview: l'économie, l'éducation, les retraites et les questions d'immigration et de sécurité. Ma première question, est-ce que, avec une augmentation des dépenses de 20 milliards, des recettes de 29 milliards environ, est-ce suffisant pour revenir à l'équilibre ? Oui, bien sûr. Vous savez, nous, contrairement à ce qui est prôné actuellement par les conservateurs, que ce soit en France ou au niveau européen, ce que nous disons, c'est que pour sortir de la crise, nous devrons massivement investir dans les domaines d'avenir, c'est-à-dire l'éducation, la recherche, les services publics, le développement durable et l'emploi. 5 domaines clés qui nous permettront de sortir de la crise. Et non de multiplier les politiques de rigueur. Parce qu'on ne peut pas, comme le fait à l'heure actuelle Nicolas Sarkozy, dire aux Français que nous souhaitons retrouver la croissance, l'équilibre et relancer l'activité économique en prenant des politiques de rigueur. Puisque quand vous prenez des politiques de rigueur, vous tuez la consommation et donc vous tuez la croissance. Et le plus gros problème, c'est que vous ne faites pas rentrer de recettes supplémentaires dans les caisses de l'État. Alors que si vous prenez des politiques de relance qui soient à la fois basées sur des politiques de relance de la consommation, c'est-à-dire de soutien au pouvoir d'achat, donc vous incitez les Français à les consommer, la croissance et l'activité économique repartiront. Et en parallèle, vous instaurez à la fois une politique de l'emploi durable et correctement rémunérée, donc c'est-à-dire une politique basée sur une réduction du temps de travail et non d'encourager les heures supplémentaires qui malheureusement empêchent les jeunes diplômés et les chômeurs d'entrer sur le marché du travail, donc qui sont dans une situation sociale, d'insécurité sociale perpétuelle. Et ensuite, vous réformez le système fiscal, donc vous mettez en place un système fiscal progressif qui permettra à l'État de faire entrer des recettes supplémentaires dans ses caisses, et donc de là, vous pourrez mener des politiques en faveur des plus démunis, en faveur de la jeunesse et notamment en faveur des retraités. Il n'y aura pas de rigueur ou... Pas du tout, nous ne prenons pas de rigueur à gauche, nous prenons des politiques de relance et d'investissement. Il y a une baisse quand même de l'équilibre à 3% en 2013, qui est un objectif. Il faut trouver sur le quinquennat, si l'objectif de revenir à l'équilibre est maintenu, 90 milliards d'euros, il faut trouver... Écoutez, l'argent, on saura où le trouver. D'abord grâce au système fiscal, ensuite en instaurant des taxes, par exemple dans le domaine financier et économique, c'est possible également. Donc il y a toujours des... et puis si vous êtes amené aussi à supprimer définitivement le bouclier fiscal, si vous mettez un terme aux 75 milliards de cadeaux fiscaux offerts aux plus riches depuis 10 ans, si vous mettez un terme à la baisse de l'ISF, vous trouverez des recettes supplémentaires pour pouvoir renflouer les caisses de l'État et donc revenir à un équilibre juste pour la France. Pourtant, le projet présidentiel est assez prudent. De nombreux éléments figurant dans le projet initial du Parti Socialiste, comme les 300 000 emplois jeunes ou les 10 000 emplois dans la poste et la justice, ont été supprimés ou diminués. C'est l'effet AAA. C'est pas l'effet AAA, c'est tout simplement parce que nous sommes dans ce contexte de crise économique et nous ne pourrons pas, comme l'a très justement dit François Hollande, promettre tout et n'importe quoi. Donc effectivement, nous devrons prendre des mesures qui soient adaptées à la situation. Et effectivement, François Hollande s'est adapté à l'évolution de la situation économique et sociale en France, et ce depuis les primaires socialistes. François Hollande parle quand même de 60 000 emplois dans l'éducation nationale. Il parlait d'un redéploiement sans nouvelle embauche. Selon un proche de François Hollande, cela reviendrait à réduire le service public de la santé ou de l'emploi pour consolider les moyens de l'éducation nationale, ce qui n'aurait aucun sens. Alors comment François Hollande va-t-il financer ces 60 000 emplois dans l'éducation nationale ? N'est-ce pas promettre mondes et merveilles ? Non, alors déjà, il y a eu une rectification, puisqu'au meeting du Bourget, François Hollande a été très clair sur la question. Il y aura bien 60 000 emplois créés dans le domaine de l'éducation nationale, puisque nous considérons que c'est un choix d'investissement d'avenir, c'est-à-dire de créer des postes supplémentaires d'enseignants, mais aussi d'éducateurs, et aussi de manière à renforcer et à améliorer notre système d'orientation qui est aujourd'hui assez défaillant. Cet argent, comme je l'ai dit, on le trouvera soit par le système fiscal ou par les recettes supplémentaires qui s'offriront à l'État. Donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus.
Mais vous ne craignez pas que les 60 000 postes dans l'éducation nationale, qui est une réforme phare qu'il a annoncée durant la campagne des primaires, ne soient pas irréalisables, non seulement par le coût, qui est de 1,9 milliard sur les 5 ans selon l'Institut Montaigne, mais surtout par le nombre de candidats au concours de l'enseignement qui est en baisse permanente. Pas du tout. Il n'y aura pas de problème sur ce point au niveau de l'investissement. Je le répète, le bouclier fiscal, c'est 15 milliards d'euros en moins dans les caisses de l'État. Donc à partir du moment où vous supprimerez les 15 milliards, que vous supprimerez le bouclier fiscal, donc ce sera 15 milliards de plus dans les caisses de l'État. Et donc vous pourrez récupérer cet argent soit pour investir dans le domaine de l'éducation nationale, soit pour résorber le trou de la Sécu ou davantage d'améliorer notre système de retraite. Mais sur la seconde partie de la question, sur le nombre de candidats par exemple qui est déjà insuffisant en mathématiques, le projet de professeur n'attire pas parce que c'est un métier difficile, Eh pas bien, très bien payé. c'est une réformation complète et globale que nous aurons à faire sur justement les concours tirés de l'enseignement. Vous pensez par exemple qu'il faut supprimer le CAPES ou pas? Non, on ne doit pas supprimer le CAPES. Le CAPES doit être réformé et cette décision doit être prise en instaurant en amont une concertation nationale avec les acteurs du monde de l'éducation nationale. J'avais encore 2-3 questions sur l'économie. Dans les fameux 60 engagements de François Hollande pour la France, il n'y a rien sur le SMIC, rien sur les salaires. C'est nouveau dans un programme de gauche. C'est la faute à la crise finalement. La situation fait effectivement que nous sommes lucides sur justement les propositions que nous sommes amenés à faire aux Français. L'augmentation des salaires est à mon sens possible, même malgré la situation actuelle. En revanche, je pense, et François Hollande a raison de le faire et de le dire, nous ferons en sorte d'abord de mettre un terme à toutes les injustices qui ont été instaurées par la droite depuis ces 10 dernières années. En supprimant toutes ces injustices, nous ferons en sorte à ce que le pouvoir d'achat des Français puisse augmenter et qu'ils puissent vivre avec une situation financière qui soit raisonnable et qui puisse les aider à s'en sortir véritablement. Donc, nous verrons au moment opportun, en discutant avec les entreprises, en discutant avec le patronat et notamment les syndicats, ce que nous pourrons faire pour justement favoriser et améliorer la situation financière des salariés français. Sur la taxation des hauts revenus et les tranches d'imposition supplémentaires sur l'impôt sur le revenu, le MoDem de François Bayrou va plus loin que vous, en évoquant une tranche à 50% alors que vous arrêtez à 45%. Pourquoi ? Bon, écoutez, je pense que c'est un coup de communication de M. Bayrou à vouloir dire regardez, moi je vais à 50% et les socialistes sont à 45%. Non, nous sommes arrêtés à 45% pour un premier jet. Nous verrons ensuite ce qu'il en sera au fur et à mesure de la situation si François Hollande est élu président de la République. Et puis notamment en fonction du nombre de recettes qui entreront dans les caisses de l'État. En off, si la crise s'aggrave, François Hollande parle de réduire les dépenses publiques, notamment en supprimant l'échelon administratif départemental. Pourquoi ne pas le mettre dans les engagements, sachant qu'une majorité de Français est favorable à une réduction de la dépense publique territoriale? Écoutez, je pense que François Hollande sait pertinemment qu'effectivement, à tout moment, la situation, en tout cas si nous continuons sur cette voie, pourra davantage s'aggraver. Et puis je pense que c'est une décision qui se fera en temps et en heure. Donc pour l'instant, je pense qu'il est un petit peu rapide de se précipiter sur la question et déjà d'anticiper une situation qui n'aura peut-être pas lieu. Donc restons prudents, attendons et au moment venu, nous prendrons, je l'espère, les bonnes décisions pour éviter l'aggravation de la situation. Dans les engagements européens et internationaux, il y a un terme qui revient souvent, c'est « je proposerai ». Est-ce que ça sonne pas comme un aveu d'impuissance finalement ? Non, parce que nous sommes conscients, que ce soit au mouvement des jeunes socialistes ou au Parti socialiste, que si François Hollande est élu président de la République, il sera bien seul en Europe, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas une nouveauté. L'Europe est dirigée par des conservateurs néolibéraux. Et donc, les propositions progressistes de François Hollande agiteront un petit peu la sphère européenne. Donc, François Hollande est lucide et sait pertinemment qu'il sera difficile de convaincre nos partenaires européens
d'entamer une nouvelle voie pour sortir de cette crise. Donc c'est la raison pour laquelle nous le répétons sans cesse. Le problème, que ce soit par exemple avec l'Allemagne, notre problème, c'est bien Madame Merkel. Parce qu'elle n'est pas du tout sur notre ligne politique. Elle est clairement, elle l'a réaffirmé hier soir durant l'interview télévisée sur France 2 qu'elle faisait bien partie du courant politique donc à droite de Nicolas Sarkozy. Et François Hollande l'a dit, comme l'a dit aussi Martine Aubry jeudi dernier, nous travaillerons et nous essayerons de changer les choses si effectivement Monsieur Gabriel, le leader du SPD allemand, est élu chancelier allemand. Vous avez devancé ma question. Finalement, tout dépend de l'élection du SPD en Allemagne. Tout à fait, voilà. Et c'est en fonction de cela que nous pourrons effectivement travailler avec les socialistes allemands pour pouvoir essayer de changer la donne. J'aurais une question maintenant sur les retraites, puisqu'on a parlé un peu d'éducation. François Hollande souhaite revenir sur la réforme des retraites, mais en gardant l'essentiel de la réforme Woerth et ne faisant qu'un ajustement sur les carrières longues. Ne craignez-vous pas de décevoir l'aile gauche du parti et en vue du second tour, la gauche de la gauche? C'est une décision qui se fait encore une fois dans ce contexte de la crise économique, donc je pense que François Hollande a dû effectivement s'adapter à la situation et de toute façon je pense et je l'espère qu'il en discutera avec les syndicats, avec les salariés pour justement faire en sorte à ce que les Français puissent partir en retraite plus tôt. Mais bon, moi j'ai une question toujours sur les retraites. Est-ce qu'au final, le fait que cette réforme des retraites ait été effectuée sous un gouvernement de droite, est-ce que finalement ça n'a pas arrangé le Parti socialiste qui n'a pas besoin lui-même de la faire maintenant? Nous l'avons toujours dit à gauche, la réformation du système de retraite était nécessaire. Et elle l'est encore, puisque la réforme qui a été faite par la droite est une réforme qui sera obligée d'être rééditée à partir de 2017. Donc cette réformation est nécessaire, mais telle qu'elle a été faite, c'est-à-dire sans discussion réelle avec les syndicats, sans prise en compte des revendications des salariés, n'est pas bonne. Donc François Hollande l'a dit, il en rediscutera avec les syndicats et avec l'ensemble du monde salarial français pour pouvoir justement trouver une situation qui soit convenable à tous ces acteurs qui sont de près ou de loin touchés par cette réformation du système des retraites. On va passer à un autre domaine, vu que le temps file malheureusement. Sur la sécurité et l'immigration, il y a une rupture au Bourget. Il a parlé de caïds, de voyous. Le PS en a-t-il fini avec l'angélisme que lui reprochait la droite, et bien au-delà d'ailleurs? Vous savez, nous avons toujours été lucides sur cette question. Nous savons pertinemment que le taux de délinquance a extrêmement augmenté en France au vu de l'inaction ou des propositions inefficaces qui ont été faites par la droite. Nous savons pertinemment que nous devrons mettre en place des outils et des mesures qui nous permettront d'une part de baisser le taux de délinquance en France, mais aussi, il faut savoir quand même que si aujourd'hui le taux de délinquance est aussi élevé en France, c'est parce que effectivement ces jeunes qui vivent dans les quartiers et les banlieues difficiles ont été abandonnés par la République. On a aujourd'hui une société qui empêche ces jeunes-là à pouvoir s'émanciper correctement comme n'importe quel jeune qui vive en centre-ville ou qui soit issu d'un milieu un milieu aisé. Donc effectivement, nous aujourd'hui, et François Hollande, c'est la raison pour laquelle il a inscrit au cœur de son projet politique la question de la jeunesse et qu'il a inscrit au cœur de son projet la question de l'éducation nationale, c'est de permettre de renforcer un système éducatif qui a été abandonné pour pouvoir permettre à chaque jeune d'obtenir une formation, une qualification et de pouvoir réussir et porter à terme son projet professionnel. Donc c'est en s'attaquant, en se préoccupant à la question de l'éducation que nous arriverons en parallèle à baisser le taux de délinquance en France, mais c'est aussi en instaurant, comme l'avait fait Jospin à l'époque de la cohabitation, une police de proximité pour justement réouvrir, réinstaurer le dialogue entre le monde policier et ces jeunes dans ces quartiers difficiles. On pose la question chaque semaine à nos invités, y a-t-il une mesure, au moins une, peut-être plusieurs, du quinquennat de Nicolas Sarkozy qui vous a plu, que vous garderez, que vous retiendrez? Je pense que ce sera la gratuité d'accès au musée pour les moins de 25 ans. Très bien, au moins on a eu une réponse. La semaine dernière, nous n'en avions pas eu de la part du camarade du Front de Gauche. J'aurais une dernière question sur le quotidien des étudiants.
La réforme des autonomies sur les universités, elle va rester. Vous n'avez pas prévu de la réformer. L'allocation d'autonomie des étudiants sera mise sous condition de ressources. En gros, elle ne sera pas faite. Je fais un raccourci, mais il y a quand même des chances, vu la situation. Pour un candidat qui est le candidat qui se représente comme celui de la jeunesse, il y a quoi comme mesure concrètement pour les étudiants ? Alors pour les étudiants, effectivement, donc François Hollande a effectivement évoqué l'allocation d'études sur condition de ressources. Donc c'est une réformation du système boursier actuel, donc qui sera davantage élargie pour permettre à un maximum d'étudiants de pouvoir accéder à une aide financière. Je pense que la mesure phare en faveur des étudiants sera une mesure qui sera tournée sur justement la qualité de la formation et de l'enseignement à l'université. Je pense que là, par exemple, parler de révolution pédagogique, de formation des enseignants, de pluridisciplinarité, c'est ce qui permettra justement à nos étudiants, à notre génération, de pouvoir, une fois leur diplôme obtenu, de pouvoir, quelle que soit la filière qu'il a pu faire au début de son parcours, de pouvoir postuler à n'importe quel domaine, que ce soit en domaine de la sociologie, de l'histoire, de la géographie, et ce, justement, grâce à cette révolution pédagogique, donc qui aura pour vocation d'améliorer la formation et la qualité d'enseignement pour ces étudiants dans nos universités. Merci Mairie Laballe pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous auriez un dernier mot à ajouter sur... Ça va. Non, ça ira. Très bien, donc nous allons diffuser la dernière coupure sonore de l'émission et on se retrouve après. There has been an eruption. Said a cosmic combustion, sonic dysfunction. Wow! There's been a glitch, said a big bang hitch, a lightning fist and pow! And I don't know what it'll do. No, I don't know what it'll do to you. There have been kisses like sparks in the dark, like a shooting star's ping. Shiver and quiver, shake me, got that thing, c'est sensualisé, aha. Don't know what it'll do, got that look in your eye, boy, don't you, don't you? And look up, amazing glow, c'est sunset, Toronto. Et sommes that one, no, the love of the shining girl, no, 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 lead up, there's no ruptures inside the night. Gas make the molecules collide that keep us, la la la, said la la la, there has been an eruption. Bonjour, on se retrouve sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM pour la rubrique Ils ont fait l'actualité qui reviendra sur toutes les personnes qui ont fait l'actualité la semaine dernière, que ce soit politique, des artistes, des sportifs. Cette rubrique permettra d'élargir l'actualité à d'autres champs de connaissances. Jingle. Radio Campus Montpellier 102.2 FM. Ils ont fait l'actualité cette semaine, c'est dans Mediazap. On se retrouve alors sur Mediazap, tout de suite la chronique de David. Et l'homme de la semaine est le footballeur Brandao.
L'attaquant brésilien, de retour à l'Olympique de Marseille, est la très grosse surprise de ce début d'année 2012. Rapatrié par Didier Deschamps du Brésil où il avait disparu des radars, le massif attaquant de 31 ans devait combler les nombreuses absences dues notamment à la CAN. Il a fait mieux que ça avec déjà 3 buts en seulement 5 matchs. Un rendement inattendu pour ce joueur souvent décrié, parfois même par ses propres supporters, pour son manque de finesse et d'efficacité face au but. Il a aussi des poursuites judiciaires en cours contre lui. En effet, car le joueur semble faire preuve de manière lourde aussi en dehors du terrain, puisqu'il est toujours mis en examen pour viol et laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Espérons qu'il n'échappera pas à la justice aussi facilement qu'il échappe aux défenses de Ligue 1. Merci. À toi, Samy, de nous parler de ta chronique. Alors pour moi, c'est une personnalité politique. Il s'agit de Marine Le Pen. Donc au cœur de la campagne présidentielle, Marine Le Pen est au centre de toutes les discussions politiques. Jean-Marie Le Pen se plaignait anciennement de n'avoir pas assez d'audience ni de temps de parole suffisant dans les médias, ce qui contraste avec Marine Le Pen qui fait parler tous les médias. En voici à nouveau la preuve. La présidente du FN avance doucement mais sûrement dans les sondages. Mais au-delà de son éventuelle élection, il faudrait avant tout qu'elle obtienne les 500 signatures requises pour accéder aux portes du concours présidentiel. Et il semble qu'elle ait beaucoup de mal à les obtenir. « Je ne me laisserai pas faire », a-t-elle dit. Le Conseil constitutionnel doit étudier la revendication de Marine Le Pen sur l'anonymat des signatures, ce qu'elle exige depuis le début de la campagne présidentielle. Dans l'émission des Paroles et des Actes sur France 2 jeudi dernier, le Premier ministre François Fillon a déclaré « Je ne crois pas à un instant à cette histoire. Marine Le Pen aura ses parrainages, je pense que c'est du bluff. » Un porte-parole de Marine Le Pen a réagi à cette intervention en fustigeant le Premier ministre. On l'a vu, Marine Le Pen est un enjeu important et nous réserve bien des surprises dans la campagne présidentielle. Merci Samy pour cette chronique. Pour ma part, j'ai choisi Alberto Contador, dont on a appris hier qu'il avait été suspendu 2 ans pour dopage. Il a été triple vainqueur du Tour de France. Il était contrôlé positif au clantubérol, une substance dopante, qui avait été retrouvée des traces infimes dans ses analyses sanguines. Il a donc été suspendu, Andy Schleck devenant du coup le vainqueur du Tour de France 2010 qu'il avait perdu pour 39 secondes. Et Cocorico, le jeune français John Gadret, monte lui sur le podium du dernier Tour d'Italie qu'Alberto Contador avait remporté. On passe aux phrases de la semaine. Radio Campus Montpellier 102.2, ils ont 17 semaines dans Mediazap. Cette seconde rubrique revient sur les phrases qui ont marqué l'actualité dans tous les domaines possibles, expliquer leur contexte et apporter une analyse sur leurs répercussions. On commence donc avec David. Et cette semaine, on a assisté en tennis à un bel échange entre Aravan Rezaï et son capitaine, Nicolas Escudé. On a commencé par apprendre que la joueuse, non retenue pour affronter la Slovaquie en Fed Cup, avait quitté l'équipe de France. Son capitaine commentera cette décision d'un « Je ne veux pas retenir quelqu'un qui ne veut pas rester, je ne suis pas là pour séquestrer les gens ». Mais quelques heures plus tard, réponse de la principale intéressée. J'ai lu dans la presse que j'aurais quitté l'équipe de France de Fed Cup. C'est absolument faux. J'ai effectivement mal vécu ma non-sélection dans l'équipe. J'ai dans un premier temps évoqué la possibilité de quitter le groupe, mais je souhaitais rester dans le public. Je ne peux accepter les mots du capitaine qui prétend que j'ai quitté le groupe. Des propos qualifiés d'incohérents par Nicolas Escudé, avant que la joueuse d'origine iranienne ne revienne sur les faits. Hier soir, on m'a demandé de partir dans des termes très durs, donc je pars car je n'ai pas le choix, je respecte les joueuses, mon objectif n'est pas de gêner les filles, je ne cherche pas les problèmes et j'ai compris que c'était pour le bien de l'équipe de France. Le dernier mot est pour Amélie Mauresmo qui a parlé de fragilité psychologique en évoquant la joueuse de 24 ans, jeu 7 et match. Merci encore pour ce jeu de mots. On passe à Samy, on en avait parlé en début d'émission, qui va nous faire une chronique sur la Syrie. Voilà, donc j'ai choisi une phrase d'Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, qui dit, je cite, « Le massacre de Homs est un crime contre l'humanité, ses auteurs devront en répondre ». Alors j'ai choisi cette phrase car elle se veut révélatrice de l'ampleur des événements qui se déroulent actuellement en Syrie, devant une communauté internationale malheureusement de marbre. En effet, voilà plusieurs mois que le régime de Bachar el-Assad se maintient malgré la contestation au sein du peuple syrien. Perdure donc ce régime par la force à travers une répression pour le moins sanglante soutenue par l'armée fidèle à l'actuel président Bachar el-Assad. Cet événement met en avant plusieurs dysfonctionnements au sein de l'ONU qui voient donc bloquer toute condamnation et sanction envers la Syrie, étant donné le veto de la Chine et de la Russie, qui ont des intérêts économiques et géostratégiques en Syrie. On connaît l'engagement qu'avait pris la France lors de la crise libyenne par le biais d'Alain Juppé, toujours ministre des Affaires étrangères, qui avait réussi à convaincre la communauté internationale de mettre en place une zone d'exclusion aérienne et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les populations civiles. Il apparaît dans la crise syrienne qu'Alain Juppé aura beaucoup plus de mal à renouveler l'exploit de convaincre la Syrie et la Chine de délaisser leur allié syrien.
et que le régime actuel risque de se maintenir encore bien longtemps face à un Occident impuissant. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy a promis hier d'appeler Dimitri Medvedev pour lui parler de ce sujet. Je ne sais pas s'il le convaincra. Pour ma part, j'ai choisi cette phrase qui a fait polémique dans le monde politique tout le week-end. C'est la phrase de Claude Guéant. Contrairement à ce que dit l'idéologie relativiste de gauche, pour nous tous, toutes les civilisations ne se valent pas. Celles qui défendent l'humanité nous paraissent plus avancées que celles qui la nient. Celles qui défendent la liberté, l'égalité et la fraternité nous paraissent supérieures à celles qui acceptent la tyrannie, la minorité des femmes, la haine sociale ou éthique. Ces propos ont suscité un tollé de la gauche ce week-end et même à droite, de nombreux ministres ont émis des réserves, à l'image de Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet ou Alain Juppé précédemment cité. À l'image de cette délicieuse phrase de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, il est meilleur ministre qu'ethnologue. Je vais vous citer un historien qui, je trouve, livre une analyse assez juste des propos. Il introduit un jugement de valeur agressif qui laisse supposer que certaines sont inférieures à d'autres, avec comme sous-entendu que la civilisation islamique est inférieure à la civilisation française. Il ne s'intéresse pas aux Indiens ou aux Guatémaltèques, mais aux musulmans de France. C'est comme cela que ça a été compris, et ça doit faire plaisir à tous les électeurs d'extrême droite. Mediazap est donc terminé. Je remercie Sandrine à la technique, David et Samy pour leur chronique. Je remercie également mon invité politique Méry Laballe pour sa présence. La prochaine émission sur Radio Campus Montpellier, le nez de Cléopâtre, que vous retrouverez à 12h30. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook pour commenter l'émission sur la page de Mediazap. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau rendez-vous.